Quand on est victime de violences conjugales ou qu'on l'a été, il y a des questions qui reviennent souvent. Mais pourquoi t'es resté? Pourquoi est-ce que t'as fait un enfant avec un homme violent? Et personne n'a jamais rien vu? Rassure-moi, il voit plus sa fille. Des questions très intéressantes qui n'ont pas de réponse simple. En tout cas, moi, j'en ai pas encore trouvé depuis 5 ans qu'on me les pose. Depuis le 6 juin 2020, où je me suis enfuie en pleine nuit avec mon bébé de 16 mois pour essayer de nous construire un avenir différent que la peur. Alors, je préfère être assez franche. Généralement, quand je raconte ma vie, ça casse un peu l'ambiance. Un jour, un patron m'a dit « Femme, juive et handicapée, avec toi, j'ai tiré le gros lot des quotas. » Et encore, il ne savait pas ce que je vivais à la maison. De toute façon, je n'étais pas capable d'en parler à ce moment-là et encore moins de le comprendre. Mais pourquoi est-ce que je suis restée? Peut-être parce que je croyais en l'amour avec un grand A, enfin celui qu'on m'avait raconté. Quand j'étais petite, j'adorais les contes de fées. Moi, je voulais être une princesse. Et puis j'avais de bonnes dispositions, avec mes cheveux noirs comme l'ébène, ma peau blanche comme la neige, mes lèvres rouges comme le sang. Tout le monde a la ref là parce que vous réagissez pas. Ok, d'accord. Bref, je voulais absolument être une princesse et je m'étais persuadée qu'un jour, il y aurait un prince charmant. J'avais pas tout à fait compris ce que ça signifiait, les contes de fées. En fait, j'avais pas compris que finalement, on ne devenait femme que lorsque on était choisi par un homme, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, que du coup, on détrônait notre mère, qu'on était la seule à pouvoir devenir femme. Donc, on était en compétition avec toutes les autres femmes, et puis surtout, que les princes, finalement, pour pouvoir aimer et être aimés, ils devaient partir en guerre. Ils devaient conquérir leur amour. Et pour cela, ils devaient se battre contre des dragons ou des belles-mères. Enfin, souvent, c'est le même personnage. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus pacifiste, l'amour, quand on nous le raconte enfant. Moi, j'y ai cru. Et puis, plus tard, j'ai lu beaucoup, j'ai découvert le romantisme. Généralement, les héros, ils finissent pas très bien. En tout cas, Roméo et Juliette, Tristan et Iseut, ça m'a pas convaincue non plus sur l'aspect harmonieux de l'amour tel qu'on nous le vend. Et puis, à l'âge adulte, moi, j'ai complètement adhéré à la culture ambiante qu'il faut pardonner, qu'il faut savoir demander pardon, que tout le monde fait des erreurs, que la violence aussi, elle est en chacun de nous. Donc, le problème, c'est qu'on n'a jamais dit jusqu'où il fallait pardonner. Pourquoi est-ce que je suis restée? Je crois que je ne m'aimais pas, en fait. Je ne m'aimais pas assez et je pensais ne pas mériter mieux. Quand j'étais adolescente, je pesais à peu près 20 kilos de plus que maintenant. J'avais des boutons partout, des grosses lunettes noires, des bagues à toutes les dents. Et donc, j'avais cru mes camarades garçons lorsqu'ils se moquaient de moi et qui me disaient que franchement, si un jour il y avait un garçon qui tombait amoureux de moi, il ne faudrait pas que je le laisse tomber. Donc moi, quand j'ai vu cet homme grand, beau, fort, qui s'intéressait enfin à moi, je me suis dit, c'est ta chance. Et donc, je me suis accrochée. Et puis, j'avais l'impression d'être absolument tout pour lui. Il me voulait pour lui tout seul. Il fallait pas que je parle à d'autres garçons. Il fallait que je me comporte comme ci, comme ça. Finalement, toute cette liste de conditions et d'interdits, c'était une marque d'attention. Jamais personne n'avait autant fait attention à moi. Alors, quand un jour il a pété les plombs parce que j'avais déjeuné avec un collègue de travail, j'ai demandé pardon 1 fois, 10 fois, 100 fois. Quand il a tout cassé chez moi parce que j'avais pas dit la bonne phrase au bon moment et avec le bon ton, j'ai demandé pardon 1 fois, 10 fois, 100 fois. Et puis à force de petits grignotages comme ça de ce que j'étais, de petits renoncements face à des humiliations, de demander pardon quand j'avais rien fait, je suis devenue une coquille vide qui était plus capable de réfléchir sur sa vie, de prendre des décisions. Et il y a une seule chose dont j'étais sûre, c'est que j'étais minable et que je méritais pas mieux.
Pourquoi est-ce que je suis restée? Parce que je suis une sur 5. Toutes les 11 minutes dans le monde, une femme meurt d'un féminicide. En France, près d'une femme sur 5 vivra au cours de sa vie une relation toxique et donc dangereuse. Je vais vous demander juste de regarder autour de vous les 5 femmes les plus proches. Il y en a statistiquement une qui sait ce dont je parle. C'est beaucoup. L'année dernière, il y a eu 270 000 plaintes pour violences conjugales en France. On estime que c'est moins d'une femme victime sur 4 qui ose porter plainte. 82% d'entre elles sont des mères. Et souvent, les violences se déclenchent à l'arrivée du premier enfant. C'est bête, hein, parce qu'on a moins le temps de préparer un bon dîner quand on allait un enfant. Pourquoi est-ce que je suis restée? Parce qu'en fait, j'étais pas un stéréotype. Dans mon imaginaire, les femmes victimes de violences, elles avaient des bleus partout, elles avaient du sang parfois. Souvent, elles étaient pauvres, elles venaient de cultures différentes de la mienne. Sauf que moi, j'étais pas ça. J'étais déjà écrivaine. Ça m'est arrivé plus tard d'avoir une main cassée, d'avoir des blessures physiques, mais la plupart du temps, c'était pas là, c'était pas ça. Quand je me suis retrouvée chez mes parents, puisque j'avais fui avec mon bébé, dans ma chambre d'ado, je me demandais si j'étais folle. Et j'ai eu envie de comprendre qui étaient les femmes qui finalement finissaient par mourir de la violence chez elles, d'un féminicide. Qui étaient les autres, ces 270 000? Donc j'ai mené une enquête. Pendant 3 ans, je suis partie à la recherche d'anciennes victimes, mais surtout de familles qui avaient perdu une fille, une maman, une sœur. Je voulais savoir qui elles étaient, si elles me ressemblaient quelque part, savoir si j'étais folle ou pas, et puis comprendre s'il y avait des points communs. Je suis arrivée à des conclusions intéressantes. Il n'y a aucune frontière culturelle, géographique, il n'y a aucune différence. En fait, la violence conjugale, les violences conjugales, elles sévissent partout, dans tous les milieux sociaux, toutes les religions, toutes les cultures, toutes les classes sociales, dans tous les pays. C'est un crime de possession, un féminicide. C'est-à-dire que la femme faible, soumise, je ne l'ai pas trouvée. Puisque finalement, c'est dans la grande majorité des cas quand elles s'en vont qu'elles se font tuer. Donc quand elles ont décidé de se libérer. J'ai découvert aussi que les violences physiques qu'on nous rabâche, il faut partir à la première gifle, moi j'avais toujours entendu ça, finalement c'est pas la majorité. Que les associations de terrain vous expliquent que dans 60% des cas de féminicide, la mort est arrivée au premier coup. Donc le quotidien de ces femmes, c'était plutôt les autres formes de violence. Et en tout, il y en a 5. Donc les violences physiques, bien sûr, les violences psychologiques, qu'on appelle désormais le contrôle coercitif. C'est toute cette manière que votre agresseur a de surveiller votre emploi du temps, de vous harceler, de vous pister, en fait de faire en sorte que ce soit la peur qui guide votre vie, que par peur de la dispute, vous vous mettiez à changer. Il y a aussi les violences sexuelles, les violences économiques et administratives, et puis les violences matérielles. En gros, quand on casse tout autour de vous, qu'on vous plaque contre le mur, qu'on tape, qu'on fait un trou comme ça, mais qu'on ne vous touche pas. Alors vous vous dites non, c'est m'a rien fait. Sauf que tous les jours, vous passez devant le trou, puis vous vous dites peut-être la prochaine fois, c'est ma tête. Donc vous avez peur. Pourquoi est-ce que je suis restée? Mais parce que lui non plus, c'était pas un stéréotype. On n'est jamais un bourreau 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et la plupart du temps, les hommes violents sont eux-mêmes le résultat d'une histoire de violence. Ils ont été des enfants qui ont été maltraités, qui ont été humiliés, qui ont parfois été abusés, qui ont été abandonnés. Et c'est pour ça qu'on reste. Parce qu'on voit le petit enfant qui souffre derrière l'adulte qui pète les plombs. Et puis, quelqu'un qui a des failles narcissiques, il a très envie d'aller sauver un pauvre petit enfant qui ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Ça m'a pris des années avant de comprendre que
On n'est pas responsable d'être malade, d'avoir des troubles. On est responsable de ne pas se soigner. Pourquoi est-ce que je suis restée ? Parce que j'avais peur de partir. J'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur d'être folle, j'avais peur de la justice, j'avais peur de la police, j'avais peur de ne pas savoir m'occuper de ma fille toute seule, j'avais peur qu'il se suicide, j'avais peur... Enfin, ça me semblait impossible tout ça. Pourquoi est-ce que je suis restée ? Parce que je ne voulais pas être une victime. J'ai toujours été forte. Et je crois que la violence, c'est l'arme des faibles. Et que justement, on vient chercher les personnes fortes pour aspirer ce qu'on n'a pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il était venu me chercher. Pas consciemment. Mais du coup, ça me posait un vrai problème parce qu'en fait, la violence, on n'est pas victime comme ça tout seul. On est la victime d'un bourreau et un bourreau a besoin d'une victime. C'est un binôme. Donc, si je voulais plus être victime, en fait, c'est que je voulais plus être sa victime. Le problème, c'est que je l'étais. Et j'ai fini par partir. Et lorsque je me suis retrouvée libérée, en fait, je me suis rendu compte que je ne l'étais pas encore. Parce que j'étais perdue. J'étais perdue parce que je venais de passer 10 ans dans une cave, en dehors du monde, que je revenais un peu à la vie et que je n'avais plus aucun repère. Je ne savais plus vraiment qui j'étais. Et puis surtout, je n'avais assisté à rien. Je n'avais pas assisté au mariage de mes amis, aux naissances des premiers enfants, ou quasiment pas. Je n'avais pas assisté aux enterrements. Je n'avais pas partagé finalement la vie des autres. Donc je me retrouvais avec 10 ans entre parenthèses qui n'avaient servi à rien, ou en tout cas que je voulais absolument effacer. Sauf que quand on n'a pas d'âge et qu'il nous manque 10 ans, on est bancal. Et j'avais l'impression que si je voulais effacer tout ça et me présenter comme quelqu'un de libre, j'étais plus une bonne victime parce qu'une femme qui rigole, qui va de l'avant, etc., alors qu'elle est victime de violences conjugales, on ne la croit pas. Et moi, j'avais vraiment besoin qu'on me croie. Donc j'étais coincée parce que si je racontais ce que je vivais, j'avais mal. Et puis si j'effaçais le mal, j'étais bancale. Et j'ai eu un jour une vision. En fait, j'ai essayé de réfléchir à cette notion de temps. Et j'ai visualisé ma vie comme si elle était dans ma colonne vertébrale. Et je me suis dit, voilà, au milieu de ton dos, tu as un espèce de bloc entre deux vertèbres qui ne sert à rien. Le problème, c'est que si je l'enlève, je tiens plus debout. Enfin, je ne vous conseille pas d'essayer de marcher avec un trou dans votre colonne vertébrale. Et comment est-ce que je peux faire pour réintégrer cette partie sans que ça me fasse horriblement mal ? Eh bien, j'ai décidé de plonger à l'intérieur, d'y mettre de la lumière. Et quand je dis d'y mettre de la lumière, ça veut dire d'y mettre de la nuance, d'expliquer, de détricoter, de muscler, de gainer, de faire en sorte que ce bloc-là soit lumineux, qui permette aussi aux autres de comprendre ce que j'avais vécu, à moi de comprendre, à ma fille plus tard de comprendre. Et du coup, j'ai peu à peu réintégré mon temps. J'ai peu à peu réintégré ce bloc lumineux pour rendre à ma vie une linéarité. Alors bien sûr, il y a des moments où j'ai des alertes, il y a des moments où ça fait mal. Et bien justement, je me tiens encore plus droite et je mets encore plus de lumière. Et c'est comme ça qu'on se libère. C'est pas en effaçant, c'est en éclairant. Alors je voudrais terminer par tendre une main à toutes celles qui savent de quoi je parle ce soir, leur dire qu'autre chose est possible et qu'il y a encore 5 ans, je devais demander pardon si j'avais ramené des myrtilles à la place des fraises et qu'aujourd'hui, je suis libre de choisir mes mots devant vous.